7h, 9h, Lionel Gougelot. C'est donc parti pour un troisième round de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Mais pourquoi faire ? On annonce une mobilisation d'environ 1 million de manifestants aujourd'hui. La rue peut-elle vraiment faire reculer le gouvernement ? On en parle avec Eugénie Bastier du Figaro. Bonjour Eugénie. Et bonne fête. François Calfon, membre du bureau politique du Parti Socialiste. Bonjour François Calfon. Fête à Eugénie également. Ouais, bah oui. Alors avant de parler de cette journée de manifestation, 2 mots sur le spectacle donné hier à l'Assemblée nationale, des invectives, des hurlements, des rappels au règlement, une histoire de motion de ce référendaire dont, personne n'a rien compris. Enfin bon, on va passer là-dessus. C'est ça la bordélisation du débat, François Calfon ? Quand il n'y a pas eu de négociation sérieuse avec les partenaires sociaux, on nous dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand on n'écoute pas la rue et quand la seule boussole du gouvernement, la seule variable d'ajustement, c'est une poignée de députés LR, à un moment donné, vous avez une forme d'impasse. C'est comme les rats du professeur Laborie, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'issue, donc ils se mordent entre eux. Et d'une certaine manière, c'est dans le style 2.0 d'aujourd'hui, mais dans toutes les réformes des retraites, dans toutes les grandes batailles parlementaires, avec plus ou moins d'éloquence, là je l'admets tout à fait, il y a ce type de confrontation. Donc c'est un triste spectacle, mais qui n'est que la conséquence de la stratégie jusqu'au-boutiste du gouvernement. On n'est pas au niveau de l'enjeu, Eugénie Bastier. Bon, écoutez, moi je trouve que le fantasme d'une Assemblée nationale, d'un Parlement où il y aurait un débat policé, constructif, où on s'échangerait des arguments, j'aimerais bien moi aussi, mais enfin ça n'a jamais existé dans notre pays et ça n'existera probablement jamais, puisque le Parlement est soit une chambre d'enregistrement de la majorité gouvernementale, soit un ring où s'échangent des coups. Il n'y a jamais eu un débat constructif et c'est vrai que c'est le défaut de notre République qui n'est pas parlementaire. Donc, et nous n'avons pas de culture parlementaire. Consterné, vous. Donc je dis pas contre moi, ce qui me concerne plus c'est l'attitude de la NUPES, notamment vis-à-vis du Rassemblement national, parce que je trouve que c'est absolument lamentable, en tout cas incohérent de leur part, de ne pas avoir voulu signer cette motion, voter cette motion référendaire, parce que c'était le Rassemblement national qui l'avait proposé alors qu'ils avaient exactement la même. Alors qu'elle aurait pu prospérer, cette motion. Et puis avec cette espèce de mauvaise foi qui consiste à dire que le gouvernement aurait délibérément choisi la motion du Rassemblement national, alors qu'ils ont tiré au sort. Si c'était tombé sur eux, ils auraient trouvé aucun problème qu'on tire au sort. Donc je trouve que cette attitude où ils déterminent finalement, ils s'arrogent la seule légitimité à être opposé à cette réforme, et ils s'arrogent le droit de déterminer qui est légitime ou pas à s'opposer au gouvernement. Je trouve ça absolument lamentable. C'est le monde d'hier. Les députés du Rassemblement national ont été élus comme eux par le peuple français, et ils ont le droit de s'opposer à cette réforme. Et je trouve que cette espèce de cordon sanitaire qu'ils essaient de rétablir à l'intérieur de l'Assemblée est absolument absurde et va à rebours de l'histoire. Alors, 2 mots quand même sur cette histoire incroyable de messages de menaces ou d'intimidation envoyés à certains élus, notamment donc du Rassemblement national. Des femmes, notamment, leur indiquant que leur enfant était à l'hôpital pour les détourner du vote. François Calfon, franchement, on n'avait jamais vu ça. Écoutez, sans doute. Maintenant, qui sont les auteurs ? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment un petit jeu politicien qui ne doit pas déborder le cercle de l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas tellement de commentaires à faire. Et si enquête il doit y avoir, elle nous dira ce qu'il en est. Pour voir d'où ça vient. Voilà. J'ai plutôt envie de dire, quand j'entends finalement tous les débats et la somme des débats qu'il y a sur cette question des retraites, le nombre de débats évités qu'on a eu, et notamment l'un, c'était Nicolas Dupont-Aignan qui le disait ce matin, mais pour le coup je peux le rejoindre, c'est celui du vrai travailler tous, c'est-à-dire d'un taux d'emploi qui puisse augmenter. Je constate qu'on a rattrapé les choses en ce qui concerne les carrières longues, ou en partie pour les femmes, mais toujours pas pour les seniors. C'est mon antienne chaque semaine. Il y a une forme de discrimination tout à fait acceptée dans la société. Donc nous aurions pu avoir des débats intelligents. Le jour où on va annoncer le déficit commercial de la France, on s'aperçoit que par exemple la relocalisation des médicaments n'est toujours pas faite, alors qu'on devait avoir un monde d'après où on faisait la pression sur les laboratoires pharmaceutiques. Bref, en augmentant si peu le taux d'emploi, c'est-à-dire la mobilisation des Français pour leur propre cadre de production, vivre et travailler au pays, nous n'aurions pas ce problème comptable absolument ridicule. Et là encore, c'est un débat qu'on n'a pas, mais comme j'ai un peu de temps d'antenne, j'en parle. Débat escamoté, Eugénie Bastier. Oui, mais débat escamoté parce qu'il a été escamoté pendant la campagne présidentielle, et nous payons aujourd'hui le fait que ce débat n'ait pas eu lieu pendant la présidentielle, où c'est le moment normalement
cathartique où les propositions s'échangent, où l'on débat sur l'avenir du pays. La retraite était peut-être la seule proposition qu'Emmanuel Macron a fait pendant cette campagne. Elle n'a pas été débattue, ni médiatiquement, ni politiquement. Et on en paye le prix aujourd'hui. C'est la non-campagne présidentielle qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est pas réformable. Mais concrètement, actuellement à l'Assemblée nationale, ce débat peut être aussi escamoté par les 20 000 amendements de la NUPES. Parce que concrètement, ça va faire qu'on ne va pas vraiment discuter du fond, et notamment du report à 64 ans. Là où il y a une réalité, c'est que finalement, tout ça est un débat de posture. C'est-à-dire qu'on a l'impression de savoir, alors, à gauche, qui va prendre le leadership, c'est-à-dire une opposition, j'allais dire, un peu bête et méchante, alors que nous aurions pu avoir un débat. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui s'opposent à cette réforme, mais qui ne s'opposent pas à toute réforme. Et dans l'évolution de la politique, ceux-là sont inaudibles. La question fondamentale, parce que c'est ça qui m'attriste ce débat-là, c'est que c'est pas la question de savoir si on est pour ou contre une réforme des retraites, c'est la question de savoir si les efforts sont partagés. Les Français sont très attachés à la question des inégalités. Nous pouvons voir que les efforts ne sont pas équitablement partagés. Par exemple, ou s'il y a simplement une pertinence dans cette réforme. Et y compris sur les questions budgétaires. On vient d'entendre que, pour des raisons d'ailleurs que je peux partager, on va augmenter le budget des armées de 130 milliards d'euros quand même. Et là, on parle de faire travailler les gens de 2 ans de plus pour 10 milliards d'euros, suivant des hypothèses du corps qui sont à géométrie variable. Et pourquoi j'insiste sur les seniors? D'abord pour leur situation, parce que quand vous terminez au RSA, en attendant difficilement la retraite, c'est difficile. Mais parce que si effort était donné, comme en Finlande, comme en Scandinavie, comme en Allemagne, sur cette mobilisation pour les seniors, vous n'auriez plus ce problème comptable. Donc on voit bien qu'en France, tout est débat de posture. Monsieur Macron veut apparaître comme le grand réformateur, finalement obéissant à Bruxelles, et on passe à côté de débats de civilisation beaucoup plus importants. 1 degré supplémentaire de mobilisation aujourd'hui, donc Eugénie Bastier. À quoi ça va servir? Moi, la question que je me posais, c'est ces manifestants d'aujourd'hui, finalement, ils ne s'adressent pas vraiment au gouvernement. Peut-être qu'ils s'adressent aux députés qui hésitent encore à voter contre cette réforme. Notamment aux députés LR, qui sont clés aujourd'hui pour voter cette réforme et qui, on le sait, sont hésitants. Les plus jeunes d'entre eux, notamment, qui sont élus de territoires, non pas de grandes métropoles, mais plutôt de la France périphérique. Cette question, il y a une mutation de l'électorat LR, en fait. C'est pas vraiment un électorat de retraités CSP+, des métropoles, qui ont toutes maintenant... entièrement, en tout cas. Qui votent Macron maintenant, et qui ne votent plus LR. Donc cette journée de mobilisation, est-ce qu'elle peut servir à ça, elle peut effectivement démobiliser une partie des LR. Cela dit, moi je crois que existentiellement, LR ne peut pas se permettre de ne pas voter cette réforme, parce qu'ils seraient en incohérence totale avec leur ADN idéologique des 20 dernières années. Oui, mais il y a peut-être aussi la réalité de la rue qui va à un moment faire réfléchir. C'est très bien, mais moi, j'entends aujourd'hui des députés LR à la radio, à la télévision. J'ai besoin de. J'attends une seconde en me demandant, est-ce que c'est pas des gens de la France Insoumise qui parlent? Parce que ils sont dans un. Et Macron est un bourreau social. Cette réforme est injuste. On a l'impression d'entendre. Ils ont le même discours que la France Insoumise. C'est absolument illisible, puisqu'il y a moins de 6 mois. Ils avaient un discours qui consistait à mettre la réforme à 65 ans. Ouais. Pardon, mais c'est impossible à tenir. Cette déclaration de Laurent Berger dans La Croix ce matin, François Calfon, vous ne pouvez pas être député et ne pas regarder combien de personnes manifestent dans votre circonscription. Ça va jouer quand même. Ça va jouer, et ça fait le lien finalement avec la question précédente. Ces députés LR, moi je parlais avec monsieur Dumont, ils sont issus de cette France périphérique. Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. Et finalement de ce qu'a été une partie, de manière bien lointaine de l'ADN de la droite gaulliste, c'est-à-dire du petit monde du travail, du petit salariat. Et celui-là se sent directement agressé. Mais il y a 6 mois, là, dans le programme de Valérie Pécresse, il y avait quoi? Dans ce cas-là, il fallait quitter LR à ce moment-là. Adressez-vous au LR. Les LR vous disent maintenant, c'est pas les mêmes circonstances, c'est pas le bon moment. Derrière, il y a quand même un débat plus de civilisation encore, qu'on n'aura pas, mais que je soulève, c'est quand même l'évolution du rapport au travail. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans le taux d'effort, dans la durée, avec un âge symbolique, que les nouvelles générations, c'est pas pour rien qu'il y ait de nouvelles générations, y compris à LR, se retrouvent. C'est-à-dire que les formes du travail, le travail est dans tous ses états, et il faudrait quand même pouvoir l'interroger. Moi, je crois pas au dépassement du travail, mais je crois que la forme unique qui est le Fordisme et le nombre d'années cotisées n'est pas vous êtes de droite parce que vous travaillez plus, vous êtes de gauche parce que vous travaillez moins. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y a des entreprises qui, sans même l'intervention de la loi, passent à 4 jours. Donc les codes d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Eugénie Bastier. Non, mais pour revenir sur LR, moi je trouve que leur position est intenable. Je lisais l'interview de Olivier Marleix dans le Figaro d'aujourd'hui,
où il y a cette phrase absolument, je trouve absolument à la fois obscure et enfin, il a dit on a le droit de ne pas aimer le président de la République, mais on n'a pas le droit de ne pas aimer nos retraités. Enfin, vous comprenez quelque chose de cette phrase? Moi, je comprends pas. C'est non, un mais c'est en même temps du groupe LR. C'est à la fois mièvre et absurde. Non, mais la question qui demeure, c'est pourquoi faisons-nous cette réforme? Est-ce que c'est des raisons budgétaires ou est-ce que c'est pour des raisons financières? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour équilibrer effectivement le budget des retraites ou est-ce que c'est pour plaire au marché financier, pour éviter que la note de la France se dégrade? Il y a forcément un peu de ça. Voilà, il y a forcément un peu de ça. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plutôt dans une option financière que budgétaire, parce qu'en mesure qu'on détricote cette réforme, parce que des concessions sont faites tous les jours. Il reste 10 milliards là. Aujourd'hui, il reste 10 milliards, demain il y en aura 5. Enfin, on ne voit plus effectivement à quoi ça sert. Et ça sert qu'à une chose, c'est à rassurer les marchés financiers avec cette espèce de mesure d'âge à 64 ans, qui est une forme de génuflexion pour dire finalement c'est la retraite Potemkin. C'est-à-dire que regardez, on a fait la réforme, on est dans les clous. Ouais. Alors qu'effectivement, en fait, cette réforme ne va bien sûr pas assez loin. Enfin, en tout cas, elle ne changera rien à la ligne budgétaire de la France. Et c'est ça qui, à mon avis, est un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on fait une réforme pour rien. Alors que les grands sujets, je maintiens le taux d'emploi général, c'est-à-dire l'activité réelle du pays, le nombre d'heures travaillées par tête n'est pas interrogé, parce qu'il faudrait réindustrialiser pour ça. Alors que la question des seniors, leur accompagnement dans l'emploi, n'est pas assuré, et ni même les sanctions aux entreprises, parce que, cette histoire d'index senior, c'est pris sous la dictée du MEDEF. Il y avait déjà, il y a 20 ans, je me souviens avec monsieur Larcher, des négociations obligatoires au sein des entreprises. Bref, finalement, on crée un avatar de sanctions en ce qui concerne l'emploi des seniors. Et par contre, le chômage, lui, des seniors, est bien réel, de gens qui sont aux minima sociaux, attendant, sans plus cotiser leur trimestre, une retraite qui se repousse d'année en année. Et puis sur le plan budgétaire, j'apporte un peu d'eau à votre moulin. Alexis Brézet disait ce matin sur Europe 1 qu'à force de faire des concessions, finalement, pour une réforme censée faire des économies, on partait à 25 milliards d'euros. Avec une retraite à 65 ans, on est à 10. Donc effectivement, elle risque d'être vidée de sa substance. On se dit à quoi bon avoir, mettre 1 million de personnes dans la rue, bloquer le pays, faire passer une réforme au forceps, si à la fin les économies ne sont pas là et qu'il faut en refaire une dans 10 ans. C'est vraiment... Et c'est intéressant parce que quand vous regardez les sondages, il y avait 80% des Français opposés à la retraite à 65 ans et vous avez 78% opposés à la retraite à 64 ans. Donc vous sacrifiez un an pour gagner 2% de Français. Excusez-moi, mais c'est pas un calcul politique très intelligent. C'est un an de vie quand même, je le dis au passage. Mais c'est vrai que quand vous gérez si mal les finances publiques, parce que 600 milliards de déficit, on n'est pas à 10 milliards d'économie pour 2 ans de travail supplémentaire. 130 milliards de déficit du commerce extérieur, un taux d'emploi catastrophique, une absence de relocalisation de l'industrie, une absence d'efforts sur les seniors. On a envie de dire qu'il n'y a aucune des réformes, puisque ça c'est un des mantras de la droite, réforme structurelle qui a été vraiment menée dans ce pays. Merci Eugénie Bastier, merci François Calfon, excellente journée. J'aperçois Philippe